Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors aujourd'hui nous allons parler d'histoire et peut-être de leçons d'histoire à donner aux professeurs d'histoire. Alors vous allez voir, nous allons parler de génocide et de grands moments de l'histoire. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Alors, pour parler de l'histoire, et en particulier des leçons de l'histoire et nous, vous allez savoir dans un instant de quoi il s'agit, mais je vous présente d'abord mes deux invités. Françoise Brodsky, vous êtes historienne, vous êtes aussi traductrice, vous vivez à New York, mais vous êtes venue ici pour participer à notre émission. Yvette Leclerc, vous êtes vous aussi historienne, vous avez enseigné à l'Athénée Duc-le 1, et je suppose que vos anciens vous reconnaîtront à notre émission d'aujourd'hui. Alors vous êtes les animatrices avec d'autres d'une association qui s'intitule les leçons de l'histoire et nous. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Quelle est votre ambition? Quel est votre but dans cette association? C'est une ASBL que nous avons créée en 2006 avec comme but de mettre en place en Belgique, voire en Europe, un ensemble de méthodes qui viennent des États-Unis d'une association qui s'appelle Facing History and Ourselves, que nous avons traduit par les leçons de l'histoire et nous, c'est à peu près la traduction de l'indication anglaise. Tout à fait. Et l'idée de départ, c'était de ne pas aborder la Shoah et d'autres génocides comme celui du Rwanda par exemple, comme de simples faits historiques dans lesquels on énumère une série de faits, une chronologie, des chiffres. Vous avez voulu aller plus loin. On a voulu aller exactement plus loin et comprendre le contexte dans lequel ces événements ont pu prendre racine, ce qui est évidemment tout à fait important. Alors on a essayé de comprendre comment chacun avait réagi, s'était comporté face à une situation aussi catastrophique et en étudiant justement ces comportements humains en période de violence collective, on s'est aperçu que ça pouvait aider les élèves à qui les professeurs s'adressent à porter un regard critique sur tout ce qui est préjugés, racisme, violence et à prendre une part active en réagissant aux événements qu'on leur raconte et surtout à prendre une part active plus tard dans leur vie future s'ils se retrouvent confrontés à des épisodes de même type. Mais il faut bien le dire, votre action porte d'abord sur les professeurs d'histoire, sur les historiens, pas directement à l'égard des élèves. Au fond, ce que vous essayez de faire, si j'ai bien compris, c'est d'enseigner une méthode d'appréhension de certains phénomènes historiques, en particulier des phénomènes très douloureux que sont les génocides. Voilà, tout à fait. Donc on s'adresse aux professeurs d'histoire, nous les formons à cette approche, pas seulement les professeurs d'histoire d'ailleurs, c'est une méthode qui concerne aussi les professeurs de morale ou de cours philosophiques, les professeurs de langue qui peuvent très bien imaginer faire toute une unité là-dessus parce que... Et étudier des textes qui sont en relation avec ces phénomènes. Nous partons en fait de textes. On s'aperçoit, quand on étudie les différents génocides, qu'en fait on est toujours face au même comportement. Il y a bien entendu les bourreaux, il y a bien entendu les victimes, et puis il y a la masse des gens qui sont pris dans ce cataclysme, que les Anglais appellent les bystanders, que les historiens appellent soit les spectateurs, soit les témoins. Et on s'aperçoit qu'il y en a qui sont passifs, qui décident de ne rien faire, et nous considérons que ne rien faire, c'est un choix. Et puis, il y a ceux qui décident d'agir soit spontanément, soit de façon réfléchie. Par exemple,
Je pense par exemple à une femme Tutsi qui irait frapper à la porte de son voisin Hutu en disant « les tueurs sont là, cache-moi » et qui spontanément, le voisin va la cacher au péril de sa vie. Ou plus réfléchi, je pense au village du Chambon, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le village a décidé de cacher des Juifs. Donc on a des tas de témoignages sur ces gens. Ce sont des gens tout à fait ordinaires qui après ont raconté ce qui leur était arrivé et pourquoi. Et c'est important de comprendre pourquoi ils ont décidé soit de faire le gros dos, de ne pas faire attention à ce qui se passait autour d'eux, soit au contraire de réagir, de sauver quelqu'un, de résister. Oui, mais il y a aussi ceux qui agissent dans la répression. Et j'imagine qu'il est important d'essayer de comprendre pourquoi certains ont été les auxiliaires des nazis dans la Shoah ou les auxiliaires des Hutus dans le génocide contre les Tutsis. Tout à fait. Et on le sait parce qu'il y a eu des procès et qu'ils ont expliqué au cours de ces procès comment ils ont fait, que certains ont écrit leur mémoire, ont répondu à des interviews. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une espèce de... Ils ont répondu... D'abord, il y a toujours, dans un génocide, il y a toujours la période avant le génocide où on prépare le génocide, où il y a une déshumanisation du groupe qu'on veut. On ne veut pas l'exterminer tout de suite. On commence par le présenter comme l'ennemi intérieur, le mauvais, voilà, c'est l'ennemi de l'intérieur, c'est le responsable de tous nos maux, c'est le cupide qui nous prend tout notre argent, qui nous vole nos emplois, etc., etc. Et puis on passe au stade suivant où là on utilise carrément des termes comme cancrelat. Les Juifs c'était de la vermine. Donc les gens sont quand même assez préparés à ça. On entretient un sentiment nationaliste, on décide. Nous appartenons tous à des groupes. Hein. Il y a la famille, il y a les amis, il y a la communauté, il y a l'État. C'est ce que nous appelons l'univers d'obligation. Et l'univers d'obligation, c'est les gens avec qui nous avons des obligations, mais aussi qui ont des obligations envers nous. Et en fait, quand nous sommes à l'intérieur de ce groupe, c'est nous. Quand nous sommes ceux qui sont en dehors du groupe, c'est eux. Et ce que nous essayons d'analyser, c'est comment on passe de nous et eux à nous contre eux. Et par exemple, dans le cas d'un État, c'est comment un État décide de protéger, d'accorder des droits à certaines catégories de citoyens et d'exclure d'autres catégories de citoyens. Les Juifs dans l'Allemagne nazie, les Noirs en Afrique du Sud, les Arméniens dans l'Empire ottoman, les Tutsis. Et donc, les mécanismes sont toujours les mêmes. Il y a d'abord on en fait des brebis galeuses, puis il y a une déshumanisation, on les appelle des cancrelats, de la vermine, etc. Et puis après ça, on passe à l'acte. Il faut tout de même insister aussi sur le fait que cette situation, cette déshumanisation, se fait généralement dans une période de guerre, pas de manière systématique, mais presque toujours une période de guerre qui permet évidemment de mettre en place une érosion de la démocratie, une propagande qui peut être extrêmement virulente, et on polarise effectivement sur l'ennemi, le personnage que l'on désigne. Et vous allez aussi plus loin, parce que vous essayez de montrer que, si nous considérons une classe d'aujourd'hui, des phénomènes de rejet peuvent se produire à l'égard d'enfants pour des motifs qui ne relèvent pas de l'appartenance ethnique, pour des motifs parfois extrêmement futiles. Il est roux, elle est trop grosse, il est blanc, elle a des cheveux noirs, enfin je ne sais pas, n'importe quoi. Il ou elle est plus timide, il ou elle se défend plus mal. Bien et sûr. ça commence parfois très, très modestement au niveau d'une classe même de maternelle où un enfant peut être brimé par ses petits camarades d'école. Et il est très difficile pour les enfants d'apprendre à résister à la pression du groupe. La pression du groupe, c'est vraiment quelque chose de prégnant pour les enfants. Alors, on passe aussi, avec des enfants un peu plus âgés, à la nécessité éventuellement de s'engager dans des actions citoyennes. Certains le font sans difficulté, d'autres hésitent, mais il faut déjà un peu plus de maturité et un âge un petit peu plus important. Et enfin, on leur apprend éventuellement à décoder la propagande, qui est quelque chose d'omniprésent dans les génocides, de
deux exemples, celui de la propagande récente de l'Union démocratique, dite démocratique du centre, en réalité parti d'extrême droite en Suisse, qui, il y a 2 ans, avait proposé un référendum dans le but d'éliminer de Suisse, de faire partir de Suisse les étrangers délinquants, et qui a, à ce sujet, fait une très belle affiche. Le publicitaire qui est l'auteur de l'affiche a bien fait son travail, mais c'est une affiche qui a un impact considérable où sur fond de drapeau suisse, on voit des moutons blancs. C'est très bien. Ce mouton blanc rejette le mouton noir à qui on donne un coup de pied. L'autre exemple proche mais loin dans le temps, c'est celui de la période de 1938 en Allemagne où les nazis organisaient des expositions pour montrer ce qu'était l'art dégénéré et en particulier une exposition sur la musique dégénérée où bien entendu on représente un superbe musicien de jazz avec tous les traits noirs, avec tous les traits négroïdes caricaturés sur fond orange, ce qui fait ressortir évidemment le noir, et on dit voilà l'exemple de la musique dégénérée. Le malheureux, on lui a même mis une cocarde comportant une étoile de David. Il faut dire que c'est une méthode qui s'adresse à l'enseignement secondaire, hein, donc inférieur et supérieur. Enfin, aux professeurs. Mais vous vous adressez aux professeurs. Nous nous adressons aux professeurs, mais de l'enseignement secondaire. Et l'intérêt, et comme je vous l'ai dit, nous travaillons sur témoignages, et l'intérêt de ces témoignages, c'est évidemment que les élèves peuvent tout le temps faire des liens, ils sont amenés à faire des liens avec leur vécu. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Effectivement, quand il y a dans des écoles où il y a différents groupes ethniques, ça les amène à faire des comparaisons, quand il y a des brimades, quand il y a des bandes, quand il y a etc. Tout ça, ils voient, parce qu'ils ont des témoignages de gens ordinaires, qu'en fait, c'est pas une situation... ça s'est passé à un moment qui était anormal, mais que la situation elle-même peut se répéter. Voilà. Alors, revenons-en à votre enseignement à l'égard des professeurs. Oui. Il y a des modules que vous organisez. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus à propos de ces modules? Il y a 5 modules, si vous vous souvenez. Voilà. Alors, le premier module, et il faut dire que c'est une méthode souple et qu'on peut prendre certains de ces modules. On peut suivre les 5 modules en suivant dans un ordre ou bien en désordre? Non, c'est-à-dire qu'on commence par l'identité, hein, parce qu'on pense que c'est important, qui je suis, comment je me vois, comment les autres me perçoivent. Et comment je crois que les autres me perçoivent. Et comment je crois que les autres me perçoivent. Hein, c'est un peu ce qu'on parlait. Puis il y a ce dont on parlait tout à l'heure. Donc on étudie cette partie-là. Et puis on parle aussi d'appartenance. Hein, c'est ce que je vous disais, nous et eux. Hein, dans quel groupe je me situe, envers qui ai-je des obligations, qui a des obligations envers moi. Une fois qu'on a posé ces bases-là, on passe à un cas d'étude, qui est donc à ce moment-là un cas d'étude historique. On peut prendre la Shoah, bien sûr, qui est très bien documentée, mais on peut parler du Rwanda, on peut parler de l'Arménie, même si les sources sont parfois plus difficiles à trouver. On peut parler de l'apartheid, on peut parler de la ségrégation raciale, etc., les droits de l'homme. Tout ça sont des sujets que nous pouvons étudier avec les professeurs qui répercutent auprès de leurs élèves. Et on retrouve ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire chaque fois les mêmes thèmes: érosion de la démocratie, propagande, polarisation de la société, déshumanisation. Françoise vous en a parlé. Et on parle évidemment de témoignages vécus, le but étant d'amener les élèves à réfléchir à des notions qui sont quand même très importantes dans le quotidien, c'est-à-dire le conformisme, l'obéissance ou la résistance, la perpétration de meurtres, puisque ça peut aller jusque-là, la participation passive, et surtout se demander comment un État totalitaire parvient à paralyser la volonté d'agir de certains, de s'opposer aux mesures qui sont prises, mais il parvient en général à les paralyser, et il banalise surtout les actes de barbarie, et des gens amenés par un martelage systématique de la propagande en viennent à ne plus réfléchir et à accepter ce qui est innommable, évidemment. L'idée, c'est évidemment de développer l'esprit critique des élèves. Bien entendu, bien entendu. À propos de la notion de génocide, quand même. À propos de la notion de génocide ou de tout acte de violence collective. Hein, bien sûr que les génocides,
c'est ce qu'on étudie le plus, c'est notamment la Shoah, le Rwanda, etc. Mais nous parlons aussi de la ségrégation raciale aux États-Unis, par exemple, ou de l'apartheid en Afrique du Sud. On a fait une leçon type sur le Chili, où on a montré justement comment... on parlait de la répression policière. Là, on parlait de la répression policière et on a montré justement comment des femmes arrivaient à résister à cette répression policière par le biais de la broderie. Les femmes se constituaient en ateliers de brodeuses qui brodaient ce qu'on appelle des arpilleras magnifiques, où elles racontaient les disparitions, elles racontaient les meurtres. Et elles arrivaient à vendre ça à l'étranger parce que c'était du folklore. Et donc là, c'est vraiment un exemple de société civile qui pose un acte relativement courageux pour s'opposer à une dictature. Est-ce que vous évoquez aussi, parce que c'est assez proche dans le temps par rapport à nous, par exemple le cas de la Serbie? Nous n'en avons jamais parlé. C'est un cas qui est quand même fort compliqué. Nous n'avons pas encore les textes, les témoignages, et puis il y a du pain sur la planche. Hein. Malheureusement, ce ne sont pas les génocides qui manquent. Nous sommes une jeune association, et donc pour le moment, nous n'avons pas encore abordé ce thème. Nous l'abordons indirectement par l'intermédiaire d'un quatrième module qui est celui de la justice transitionnelle, et dans laquelle on voit, entre autres, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui siège à La Haye et qui a à son actif une série de jugements, certains étant des condamnations particulièrement sévères, d'autres plus aimables, si l'on peut dire, pour les condamnés, et puis dans certains cas des acquittements. Donc... Je prenais là le cas de ce qu'on peut ressentir comme un génocide très récent. On peut remonter beaucoup plus haut dans l'histoire. Et certains disent, par exemple, que les Européens colonisant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ont exercé un génocide sur les populations autochtones, c'est-à-dire sur les Indiens d'Amérique au XVIe et au XVIIe siècle. C'est indubitable. Malheureusement, nous manquons de témoignages. Oui, là, évidemment. Et puis, je pense qu'il n'y a pas cette volonté systématique, cette organisation systématique d'élimination de groupes entiers. Il y a chez certains cette volonté, mais je ne pense pas que ce soit aussi systématiquement organisé que l'a été l'Allemagne nazie ou le gouvernement jeune turc vis-à-vis des Arméniens. Là, on sait combien c'est organisé, combien c'est planifié, combien on a mis en place les hommes nécessaires. Je suis, pour le XVIe siècle, un petit peu moins affirmative, mais le résultat, c'est quand même effectivement la disparition des populations d'Amérique latine dans un délai relativement rapide, avec l'aide de petits microbes comme la rougeole, par exemple, qui ont joué. Donc, je serais prudente dans l'utilisation du terme génocide pour le fait colonial, même si, dans certains cas, il y a une volonté délibérée d'éliminer des groupes. Enfin, on l'a vu en Australie, par exemple. C'est quelque chose que l'on dit souvent, que les Européens sont responsables du génocide des Indiens. Donc des autochtones d'Amérique. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont une responsabilité incontestable, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi planifié, même s'il y a des préjugés raciaux très nets à la base. Tout à fait. Mais dans le cadre de ce que nous faisons, nous n'avons pas les documents dont nous aurions besoin. Ils sont difficiles à trouver. Pour pouvoir intéresser les élèves et provoquer cette espèce de réaction. Mais est-ce que vous avez des documents pour le Rwanda? Parce qu'on dit souvent, le Rwanda, on a beaucoup de documents photographiques, mais on a relativement peu de documents écrits. Non, ça n'est pas vrai, parce qu'on a énormément de témoignages. Il y a d'abord les 3 livres de Jean Hartzfeld qui a été recueillir des témoignages auprès des victimes et auprès des tueurs. C'est ça qui est intéressant. Il est allé dans les prisons recueillir des témoignages de tueurs qui ont expliqué pourquoi ils partaient au travail, puisqu'ils disaient qu'ils allaient travailler pour aller couper du Tutsi, c'est leur expression. Donc on a ces témoignages-là. On a malheureusement peu de témoignages de Hutus qui ont défendu, protégé ou sauvé des Tutsis. Soit parce qu'ils ont été même tués, soit parce qu'ils n'ont pas osé en parler. On a quand même la fameuse histoire d'Hôtel Rwanda, cet hôtelier de l'hôtel Melkeline qui a sauvé des centaines de gens. Mais enfin, c'est un cas exceptionnel. Et là, on a peu de documents sur eux, mais on a beaucoup, beaucoup de témoignages quand même. Et en plus, il y a maintenant le processus des gachacha, où les victimes et les tueurs se retrouvent face à face et racontent chacun leur histoire.
Il y a d'ailleurs un remarquable film d'Anna Guion qui s'appelle « Mon voisin, mon tueur », si je ne me trompe pas, et qui a recueilli toute une série de témoignages lors de ces gachacha et qui fait parler, qui met à un moment donné les uns à côté des autres, tueurs et victimes ou survivants de familles qui ont été complètement décimées. Et le dialogue n'est pas très facile à entamer. Officiellement, le gouvernement rwandais demande que chacun pardonne, en tout cas que les victimes pardonnent aux tueurs, et que les tueurs se repentent, mais ce n'est pas du tout évident à organiser. Mais le film est tout à fait remarquable. Il est passé il n'y a pas tellement longtemps au Festival des Libertés à Bruxelles, et c'est vraiment étonnant à voir. Moi, ce qui m'a toujours interrogé, interpellé, interloqué même, c'est le fait que, si nous prenons l'exemple du génocide juif, la Shoah, c'est un phénomène qui est mondialement connu. Et j'imagine que les Rwandais le connaissaient. Or, les Rwandais ne se sont pas, enfin certains Rwandais, ne se sont pas interdits de pratiquer un génocide. Est-ce que la leçon de l'histoire, peut-être que le génocide arménien était moins connu, mais le génocide juif, lui, il a été enseigné. Et pourtant, d'autres génocides se produisent après les génocides arméniens et juifs. Est-ce que nous devons craindre que dans l'avenir, d'autres génocides se produisent, alors que nous savons bien, nous connaissons bien, vous les avez analysés, les mécanismes de mise en place, ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose d'inéluctable, le génocide? Écoutez, nous n'y croyons pas, c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons, c'est que nous espérons vraiment arriver à éduquer les adolescents, à garder les yeux ouverts. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur la propagande, par exemple, pour qu'ils apprennent à développer un esprit critique face aux toutes boîtes qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres, face à ce qu'ils regardent à la télévision, à ce qu'ils lisent dans les journaux, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se rendent compte qu'il y a des mécanismes qui se répètent, qui sont les mêmes. C'est jamais brutal, un génocide. C'est toujours préparé. Ça arrive toujours peu à peu. On a eu l'impression que le génocide rwandais, ça avait été brutal parce que ça s'est déroulé sur quelques semaines. Mais c'était préparé depuis des années. Ça faisait des années qu'on mettait les armes de côté. Ça faisait des années que la radio Milkeline traitait les Tutsis de cancrelat. Il y avait déjà eu des massacres avant. Les Tutsis le savaient. Et le gouvernement rwandais distribuait des radios pour être sûr d'être entendu dans toutes les Milkelines, voilà, donc c'était très très préparé, ce génocide. Des radios fabriquées en Chine, bon marché et accessibles à tous, même les plus pauvres. Donc non, je crois que malheureusement ça peut se reproduire et que c'est pour ça que nous devons absolument rester vigilants tout le temps. D'autant plus qu'en Europe, nous avons, aux États-Unis, nous avons quand même une information relativement disponible. Je ne suis pas certaine que tous les pays du monde aient la même information et que les populations aient la même information à leur disposition. Donc l'image de l'histoire, le souvenir de l'histoire n'est pas nécessairement une barrière, un obstacle à la survenance d'un génocide. Et je crois que vous avez raison en disant qu'il faut aller en deçà de ce qui est proprement génocidaire et apprendre aux enfants à voir avec un esprit critique leur attitude qui consiste à créer un bouc émissaire, à rejeter tel ou tel enfant, tel ou tel adolescent, en fonction de son appartenance raciale, son appartenance religieuse, ou même parfois des choses beaucoup plus simples, terre-à-terre, banales, sa corpulence physique, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, etc. Mais il ne faut pas non plus, il faut sensibiliser les enfants, mais il ne faut ni les culpabiliser, ni les désespérer. Et donc c'est pour ça qu'il est important qu'on parle de la participation citoyenne. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle tout le temps, c'est qu'on est responsable de ces actes, on peut agir, on peut se comporter de façon morale et éthique. C'est vraiment un choix qu'on peut avoir, on peut réagir de cette manière-là, on peut participer à des actes citoyens, à des associations, il y a plein de choses qu'on peut faire et il y a plein d'associations qui offrent aux jeunes de participer et d'intervenir. Et ça, c'est un fil conducteur de notre méthode. Participer, c'est vraiment un choix que tout être humain doit être amené à assumer un jour ou l'autre. Et il faut préparer les enfants progressivement au fil de différents cours, au fil des années. Et c'est une méthode qui s'adresse aussi bien à des enfants de 12 ans que de 15 ans ou de 18 ans. Il est bien évident que les exemples ne seront pas les mêmes et qu'il ne faut pas les traumatiser non plus, mais les conscientiser.
Et vous-même, vous faites des conférences, vous prenez des contacts. On va voir à l'écran dans un instant votre adresse Internet. Oui. Donc, vous faites des conférences pour essayer de conscientiser, comme vous disiez, d'éveiller la conscience des personnes. Tout à fait. Nous organisons des séminaires de formation pour les professeurs. Nous allons dans les écoles qui organisent des journées pédagogiques expliquer ce que nous faisons, ce qui amène éventuellement des gens au séminaire. Nous avons ce site Internet dans lequel il y a un centre de documentation qui se fournit de plus en plus en fonction des questions qui nous sont posées, de nos lectures, des documents que nous rencontrons et qui sont disponibles pour l'instant à nos membres, mais que nous envoyons très volontiers par mail à tous ceux qui nous en font la demande. Et nous répondons à toutes les demandes si nécessaire. Nous avons aussi une petite bibliothèque. Et nous pouvons prêter des livres, prêter des DVD ou des vidéos, donner des références bibliographiques. On a un petit peu le choix. Et enfin, dernière chose, les documents d'actualité, les dossiers d'actualité. Quand l'actualité s'y prête, nous constituons des dossiers que nous envoyons à tous nos membres où on essaie justement de montrer les différents points de vue, les différents choix. On a fait ça, par exemple, au moment de l'interdiction de construire des minarets en Suisse. On a constitué tout un dossier là-dessus. Et on essaie vraiment de montrer les différents points de vue. On a donc montré, il y a là-dedans un éditorial de quelqu'un qui défendait cette loi. Et puis aussi le point de vue des musulmans, le point de vue... alors on a été chercher dans toute la presse belge, française, suisse, marocaine, pour pouvoir vraiment montrer une diversité d'échos et faire fonctionner les ménages des jeunes. Nous sommes partis aussi d'un article de presse, un témoignage d'un journaliste du Monde qui s'appelle Mustapha Kessous, qui explique ce qu'est le racisme ordinaire pour lui. Et c'est un dossier que nous tenons à la disposition de ceux qui souhaitent le consulter. Eh bien, je vous remercie Françoise Brodsky, je vous remercie Yvette Leclerc pour votre présence à notre émission de ce jour. Vous nous avez donné une leçon de libre examen hors d'histoire. Tout à fait. Et j'espère que tous ceux qui nous ont suivis feront appel à votre association pour essayer de défendre, de répandre ces idées dans l'enseignement, et notamment, puisque nous en avons parlé précisément, dans l'enseignement de l'histoire, de la morale, des cours philosophiques, des cours de langue, des cours de langue éventuellement. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.